Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse d'Issidio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour du coup d'État survenu dimanche 5 septembre 2021 en Guinée. Le président Alpha Condé a été renversé par le colonel Mamadi Doumbouya. L'actualité, c'est aussi les conflits intercommunautaires, notamment à Ilé, la ville nigériane frontalière avec le département de Benin-Koni, et aussi à Kaubori et dans la région de Difa. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur les visites au Niger du ministre algérien des Affaires étrangères et du vice-président du Conseil de transition libyen. Pour commenter et analyser tous ces faits de l'actualité, j'ai le plaisir de recevoir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir. Abakari Arimi de la radio alternative. Abakari Arimi, bonsoir. Bonsoir. Et Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous débutons ce forum de la presse de ce vendredi 10 septembre par le coup d'État militaire intervenu en Guinée-Conakry. Ainsi, le dimanche 5 septembre, le président guinéen Alpha Condé a été renversé par un coup d'État militaire conduit par le colonel Mamadi Doumbouya, chef du groupement des forces spéciales. Maimouna Diado, la chute du président Alpha Condé a-t-elle été prévisible? Bon, il fallait s'attendre à ça, parce que prévisible, tout le monde sait que de toutes les mille manières, un président comme Alpha Condé, c'est vrai, il a fait l'histoire. C'est vraiment un homme qui a une histoire derrière lui. Une histoire d'opposition politique derrière lui, mais briguer un troisième mandat, je sais que beaucoup d'Africains ne voyaient pas, en tout cas, Condé rester pour un troisième mandat. Parce que tout simplement, pour son peuple, il y a violation donc d'abord de la Constitution, parce que la Constitution permet 2 mandats, ou pas plus, et troisième mandat, il l'a fait. Il a tenu, comme on peut le dire, c'est un monsieur, un président qui, depuis 2011, 2015, 2016, dans ses propos, quand il tient ses propos, on voit qu'il est vraiment catégorique dans certains de ses propos vis-à-vis de la France. Et pour nous, en Afrique, quand on voit un président, en tout cas, qui ne cache pas... En Afrique francophone. En Afrique francophone, surtout, on sait que ce qui va arriver adviendra, bien sûr. Et vous avez vu, ça l'a aussi étonné quand on l'a montré, la manière dont on l'a arrêté. Il était aussi surpris parce qu'il ne pensait pas en fait que ça pouvait arriver ainsi et que ça pouvait arriver avec un homme, un militaire qui était de surcroît plus proche de lui. Un de ses hommes de confiance. Un de ses hommes de confiance, si on peut le dire. Alors, donc ça, il faut essayer de voir parce que quand on laisse les présidents faire 3e mandat, c'est comme si c'est une monarchie. L'Afrique n'a pas besoin de monarchie. Je pense que c'est des règles. Les règles sont là. Adoptez les règles, faites en sorte que la constitution que vous-même vous vous êtes imposée chez vous, que vous puissiez au moins respecter ça. Je ne dis pas que si un président est bon, si c'est le peuple qui considère que le président est bon, là, le peuple peut décider de soit le président quitte ou le président reste à sa place pour un 3e mandat. Il n'y a pas de mal à ça. Mais c'est qu'il y a, pour les Africains, il n'y a pas de coup d'État sans raison. Et le coup d'État sans raison, c'est quoi? C'est tout simplement que derrière ce coup d'État, beaucoup d'Africains se posent la question. Donc, selon vous, c'était prévisible? Mais c'était prévisible.
C'était prévisible parce que moi, je l'écoute à chaque fois dans ses propos. Je l'entends comment est-ce qu'il est catégorique dans certaines décisions. Il n'accepte pas, en tout cas, l'occupation par la France, ce que la France veut dicter aux autres pays africains. Lui, catégoriquement, il refuse. Donc, si vous vous rappelez aussi, il a accordé, je ne sais pas, c'est une radio, je ne voudrais pas nommer en tout cas la télévision là, une télévision française, et où il a dit ce qu'il a à dire. Il a dit les 4 vérités à la France. Il dit qu'aujourd'hui, c'est les Guinéens qui doivent prendre leur pays, en tout cas en charge. Et c'est les Guinéens, c'est une affaire de Guinée, c'est une affaire de Guinéens. Donc, personne n'a le droit de venir s'y mixer. Et comme vous le savez, parce que sur les réseaux sociaux, on voit du tout. Et on dit que celui qui a renversé le président, il vient de la France. Il a été, en tout cas, dans beaucoup de situations, il a servi la France dans l'armée française. Et chacun peut dire ce qu'il veut. En tout cas, pour ce qui est, il faut regarder le côté constitutionnel. Et il faut également regarder qu'aujourd'hui, si tu n'es pas avec la France, tu risquerais de tomber. Gary Amadou, comme l'a dit Maïmouna, ses opposants l'accusent d'avoir perpétré un hold-up électoral moins d'un an après sa réélection controversée pour un 3e mandat. L'accusation est-elle fondée, l'accusation venant de ses opposants? Bon, je ne suis pas guinéen, même si je suis un peu l'actualité de la Guinée. Ce que je peux dire, c'est que beaucoup de personnes ont conseillé à Alpha Condé de ne pas chercher à faire un 3e mandat. Lui, il a dit qu'il a fait un référendum, il y a une nouvelle constitution qui remet les compteurs à 0. Bon, c'est très discutable. Et il a décidé... C'est très discutable, c'est-à-dire que... qu'il a raison à moitié? Non, c'est très discutable. Quand je dis qu'il a raison à moitié, il n'a pas raison du tout. Voilà. Il n'a pas raison du tout. C'est-à-dire que l'excuse de vouloir dire que non, on a adopté une nouvelle constitution, on remet à 0... n'est pas acceptable. Non, c'est une violation. C'est une violation. Mais la même chose s'est passée au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais comme vous avez constaté, au niveau de la Côte d'Ivoire, le monsieur n'est pas inquiété. D'où, justement, ce que Maimouna disait. Il faut savoir, si vous savez un peu vous accoquiner avec certaines puissances occidentales... Le monsieur n'est pas inquiété, ça veut dire qu'il est assis... Oui, mais il est très bien. Non, mais Ouattara n'a rien à craindre. Ouattara, c'est même lui qui vous rappelle à l'ordre. Quand vous, en tant que chef d'État, vous tentez de vous en prendre aux intérêts français ou au néocolonialisme français, c'est lui qui répond à la place. Donc, vous voyez, c'est des situations assez délicates que ce chef d'État oublie parfois qu'il y a des paramètres qu'il doit prendre en compte. Pour ce cas d'Alpha Condé, c'était un peu... C'est triste, mais parce que c'est quelqu'un qui a une double nationalité, le Mamadi Doumbouya. Sa femme est française, c'est connu. Il a 4 enfants avec elle. La double nationalité, il était à la Légion étrangère. La Légion, il a servi sous le drapeau français. Il a quitté avec le grade de caporal pour revenir. Et ensuite, c'est quelqu'un en qui Alpha Condé avait beaucoup confiance. Mais comme on l'a dit, dans l'armée, on ne peut pas faire confiance. Surtout qu'il y a des opportunistes. La principale caractéristique des armées africaines aujourd'hui, c'est que les armées africaines sont composées pratiquement de hauts gradés assez opportunistes. Ils vont vous dire que oui, on a fait le coup d'État pour pouvoir ramener... Non, c'est faux. Si le coup d'État réglait quelque chose en Afrique, il n'y aurait plus le coup d'État dans certains pays. Si vous faites le classement, au Nigeria, il y a eu combien? 4 ou combien, je ne sais pas. 4. En Guinée, combien? Ça ne règle jamais le problème. Moi, ça m'a rappelé au moment où Salou Djibo a fait son coup d'État. On a fait un débat sur une télévision, la télévision Dunia, et c'était, je crois qu'Ismaël Salou, il est vivant. Il a animé une émission qu'on appelle le Cercle de Confrères. On nous a réunis parce qu'on me connaissait comme étant un farouche opposant au Tazarti. Je l'ai combattu. J'ai participé à des débats sur BBC avec les Moro Amadou, avec les Tamboura et consorts. J'ai participé où j'étais radicalement contre. Et quand Salou a fait le coup d'État, on a fait un débat juste après où il demandait à chacun. Il me demande qu'est-ce que je pense. J'ai dit non, mais moi je condamne un coup d'État. C'est un principe qu'il faut avoir. Il ne faut pas encourager les militaires à vouloir se considérer comme des remparts. Oui, mais face à des dictatures, que faire? Non, face à des dictatures, il y a beaucoup de moyens. Mais c'est une faiblesse pour un peuple de considérer que quand il y a des problèmes, on croise les bras, on attend que les militaires prennent son arme et aillent au palais. C'est une faiblesse. Et d'ailleurs, l'histoire du monde a montré que beaucoup de situations peuvent être gérées avec la mobilisation sociale. Tu vois, en Guinée, il n'y a pas eu une sorte de
de mots d'ordre lancés par les syndicats pour paralyser le pays. S'il y a eu des mots d'ordre venant des politiciens. Non, les politiciens, je ne te parle pas des politiciens. Il y a eu des tueries, non, je te parle pas de il y a eu des gens qui ont été emprisonnés. Non, je sais, je ne te parle pas de ça. Voilà. C'est-à-dire, tu sais, l'arme syndicale en elle-même, le fait de paralyser un pays, ça peut bloquer beaucoup de choses. Si les syndicats guinéens avaient, dans un temps soit peu, décidé de s'unir, n'est-ce pas, pour essayer de contrer Alpha Condé, de faire une sorte de grève illimitée, de paralyser le pays, il va partir. Est-ce qu'il peut avoir cette unanimité autour mais voilà le problème. Dans ce genre de contexte. Voilà le problème. Il faut voir les clivages ethniques. Non, voilà le problème. Tu sais, le grand problème du continent africain, c'est justement ce clivage-là. Voilà. La preuve, quand on a fait le coup d'État, qui est venu applaudir? Tout le monde a applaudi. Non, oui, mais il y a quelqu'un qui était le premier à applaudir. Il y a des malinqués. Attends, s'il te plaît. Avant même le parti d'Alpha Condé, il y a quelqu'un qui est venu applaudir. C'est qui? Ça, je ne l'ai pas su. Ah non, tu dois le savoir parce que tu suis l'actualité. Celui d'Alain Diallo a fait une déclaration en bonne et due forme. Non, c'était après. Non, mais s'il te plaît. C'était avant le parti d'Alpha Condé, je t'explique, le RPG. Moi, je suis l'actualité. Le parti de Cellou Diallo a fait une déclaration avant le RPG d'Alpha Condé. Opportuniste. Donc, si tu comprends. Est-ce que tu comprends? Donc, l'opportunisme est là. C'est pas de bonne guerre. Et en plus pire. C'est pas de bonne guerre. Mais en plus pire, Mamadi Doumbia. Mais c'est pas un exemple en tant que tel. Mais Mamadi Doumbia, il a plus de 3 immeubles à Conakry, des maisons et des trucs. Où est-ce qu'il a eu ça? Un militaire. Où est-ce qu'il a eu ça? Donc vous voyez, les militaires en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent parce qu'ils profitent justement de notre naïveté, de notre faiblesse à vouloir à tout temps. De tout temps, dès qu'il y a un problème, dès qu'un militaire vient, il prend le pouvoir, on sort, on applaudit, on dit c'est bien, et on les encourage. Non, c'est pas leur rôle. Mais Garé Amadou, comment tenir face à des dictatures? Mais c'est l'union de la société civile, des syndicats. Mais ça peut faire sortir. Mais justement, c'est ça le problème. Mais les syndicats sont divisés. Voilà. La société civile. Vous pensez que l'armée est unie? L'armée même n'est pas unie. C'est pourquoi je vous dis que c'est un leurre de penser que les militaires peuvent venir régler un problème. Si les militaires pouvaient régler un problème, il n'y aurait pas 5 coups d'État ou 4 coups d'État en Guinée. Vous pensez que lui, là, il va le régler? Avant, il n'y a pas eu Dadis Camara. Est-ce que ça a réglé? Vous pensez que lui, il va régler? Mais non, il y aura toujours des coups d'État en Guinée parce que ce n'est pas la solution, monsieur. Aboubakary Arimi, 10 ans après son accession au pouvoir, le président Alpha Condé, opposant historique au régime dictatorial et à son tour accusé de dérive autoritaire. Qu'est-ce qui ne marche pas finalement? Écoutez, dans la suite de Garé, Oui. Je dirais que c'est tous les leaders africains, n'est-ce pas, en tout cas, qui sont aux affaires, à qui il arrive d'être aux affaires, qui ne s'assument pas. Dans le fond, quand on est dans un régime démocratique, personne ne veut que le dénouement arrive toujours par un coup d'État. Mais si le coup d'État revient, ça veut dire que les civils qui sont au pouvoir aussi ne sont pas clean, n'ont pas appliqué les règles démocratiques. Si ici, Issou avait prolongé, au vu du climat qu'il y avait à la fin de son régime, de son mandat, mais certainement qu'il aurait pu avoir un coup d'État. Et les Nigériens allaient applaudir. Donc, les militaires ne vivent pas ex nihilo. Oui. De la société. Oui, mais ils sont opportunistes. D'accord, il y a beaucoup d'opportunistes parmi eux. Mais c'est malheureusement la solution à laquelle on réduit tout le monde. Regardez Alpha Condé, après le coup d'État. Vous avez vu le lot de personnes, de responsables de la société civile, des hommes politiques qui ont été libérés. C'est comme s'il y avait un meeting devant la prison à Conakry. Ici aussi, c'est la même chose. On est arrivé à un moment où, Garé parlait de la société civile, mais la société civile ne pouvait même pas lancer un appel, manifester. On a oublié ce que manifester à Niamey, n'est-ce pas? Mais c'est ça, les règles démocratiques. Quoi d'autre on peut faire? Les militaires ne font pas pire que tuer les gens, non? Et ici aussi, si tu sors et qu'on va te tuer, ou bien tu sors, il faut que tu t'opposes à tes frères policiers et militaires qui vont tirer, il faut qu'il y ait mort d'homme pour qu'il y ait alternance. À quoi ça sert? Vaut mieux quand il y a un coup d'État et puis on en finit. Ces pouvoirs-là, dans tous les cas, ne méritent pas plus que ça.
On parle de démocratie, mais la démocratie, le seul fait d'être élu ne fait pas de toi un démocrate. Ce n'est pas des vrais démocrates que nous avons, en réalité. Bon, des groupes d'intérêt, des gens se regroupent, ils se font élire et ils font ce qu'ils veulent au pouvoir. Mais c'est normal que la force arrête la force. C'est de cela qu'il s'agit, Garé. C'est extrêmement grave. Le fait d'être élu ne te donne pas le droit de faire ce que tu veux à ton peuple. Mettre la constitution à l'écart. Non, écoute, oui, mais quelle violation, par exemple, il n'y a pas eu récemment au Niger? Quelle violation de la constitution? Parlons de la Guinée. Non, c'est la même chose. Moi, je les mets dans le même... On a parlé il n'y a pas longtemps, tout à l'heure, du cas de la Côte d'Ivoire. Mais c'est la même chose. Il a violé la Constitution, il s'est fait réélire sous prétexte que le candidat de son parti est là. Mais tu n'es pas le président de ton parti, tu es le président de la République de Côte d'Ivoire. Faites sortir quelqu'un d'autre et faites-le élire. On ne peut finir jamais un programme en 1 ou 2 mandats. Mais ailleurs, les gens s'en vont. Nous aussi, on doit apprendre à se dire que non, je ne suis pas là dans mon intérêt ou dans l'intérêt de ma famille. Je suis là dans l'intérêt général de mon pays, des citoyens de mon pays. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Malheureusement, on met tout le monde dos au mur, de telle sorte que même les plus démocrates applaudissent quand il y a un coup d'État. Ici au Niger, on a vu, quand il y a eu le coup d'État de Barré, nous on était étudiants, les gens ont applaudi. C'était en pleine canne, mais les gens sont sortis dehors, les gens étaient contents. Quand il y a eu le coup d'État... Le coup d'État de Barré d'abord, parce que le pays était bloqué. Ensuite, il y a eu le coup d'État de... Comment il s'appelle? Salou Djibo. Non, Wanké. Wanké. Là aussi, il y a eu mort d'homme. Un général de l'armée, un président élu a été tué. Mais c'est comme s'il n'y a rien eu à Niamey. Ils n'ont même pas eu besoin de faire couvre-feu. Tellement les gens attendaient un dénouement. Il y a eu ça. Après, il y a eu le coup d'État contre Tanja. Lui, il dit qu'il était vraiment opposé au Tazarti. Mais pourtant, Tanja avait même fait des référendums et tout pour pouvoir mettre la forme dans son Tazarti. Il y a eu coup d'État. Moi, j'étais d'ailleurs à Zender, je me rappelle, les gens ont manifesté pour dire qu'ils étaient contents. Donc, il faut qu'on ait des gens capables de se faire violence et accepter les règles qui ont été fixées avant qu'ils n'arrivent au pouvoir. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Issou l'a fait. Aujourd'hui, il est content. Il peut même, en même temps que le président est en mission, lui aussi, il peut se faire filmer et tout. S'il n'avait pas fait ça, il sait ce qui allait lui arriver. Parce que nous, civils, on ne pourra rien. D'abord, on nous oppose entre nous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est tous ceux qui ont le droit de parler ou qui ont les moyens de parler comme nous, n'est-ce pas? Qui sortent pour dire que ce que le président est en train de faire, il veut reconduire, il n'a pas fini son programme, il faut qu'il revienne. C'est comme ça que ça marche. Alors qu'il n'y a pas de débat à faire par rapport à ça. 30 secondes rapidement. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. C'est ça que je considère comme... On doit être démocrate, n'est-ce pas? C'est vrai que la démocratie à laquelle nous faisons face ne permet pas beaucoup de choses. C'est une démocratie libérale, une démocratie bourgeoise, tout ça c'est vrai. Donc ça sert généralement des intérêts des groupuscules. Merci. Malheureusement, il faut même dans ça voir ce qui se passe ailleurs. C'est chez qui on est allé chercher cette démocratie-là. Comment ils font? On doit pouvoir être en mesure de faire. Merci Arimi. C'est ça que je dis. C'est pour cela que je dis que c'est une faiblesse de ma part. Je considère que c'est une faiblesse, le fait de considérer que les militaires sont des arbitres quand une situation est compliquée. C'est une faiblesse extrême. Et moi, mais comment dénuer? Mais écoutez, s'il vous plaît. On parle qu'ils ne peuvent même pas manifester. Oui, mais les manifestations ne sont pas autorisées. Vous ne pouvez pas sortir si ce n'est pas autorisé. Mais il y a eu combien de gens qui sont morts? Non, il n'y a pas de courage. Voilà le problème. Il n'y a pas de courage. Je t'explique. Voilà. Merci, le sujet est passionnant. On va évoluer. Il n'y a pas de courage. Passons. Parce que s'il y avait le courage, les gens ont peur. Ils veulent que tout soit sur un plateau d'argent. Ils sont là assis dans leur bureau pour qu'on le ramène. Mais ce n'est pas possible. Passons à présent. La société civile a démissionné. Tout le monde a démissionné. Merci, Garé. Moi, je pense qu'il y a pire que coup d'État qui peut arriver. Merci. Je pense qu'il y a pire que coup d'État. Il ne faut pas encourager les militaires. Merci à vous tous. C'est comme tout le monde. C'est pas leur rôle. Merci à vous tous. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Plusieurs morts et des blessés ont été enregistrés dans un conflit
qui s'est déclaré en fin de semaine dernière à Ilela, ville nigériane frontalière avec le département du Birnin-Konni. Des dizaines de personnes soupçonnées d'être les complices avec les kidnappeurs nigérians se sont réfugiés à Konni. Dans la région de Difa aussi, une bagarre a opposé agriculteurs et éleveurs à Kaoubori. On dénombre 4 morts et 8 blessés. L'incident s'est produit entre vendredi soir et samedi matin de la semaine dernière. Abakari Arimi, comment expliquer ce regain de violence ces derniers temps au Niger? Moi, je pense qu'il y a lieu d'être très lucide dans le cadre de ces conflits-là. Nous sommes, au plan international, il y a ce qu'aujourd'hui on appelle le changement climatique qui est là, qui réduit vraiment les taux autour notamment des éleveurs et des agriculteurs. Il y a que la population augmente dans nos pays, n'est-ce pas? Donc même les agriculteurs ont souvent du mal à avoir la terre rien que pour cultiver, pour exercer leur activité culturelle. Il y a l'insécurité qui fait que des éleveurs et même des agriculteurs d'autres pays se retrouvent ou chez nous ou les nôtres se retrouvent quelque part et vouloir exercer leur activité. Et donc, l'exploitation des ressources minières constitue un enjeu important pour les citoyens du monde entier et ça se pose avec beaucoup plus de problèmes dans nos pays où nous pratiquons un élevage extensif et l'agriculture traditionnelle. Donc nous avons besoin de beaucoup de terres, beaucoup d'espace pour pouvoir les exercer. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que quand on met des animaux avec des champs à côté, à l'époque où on n'était pas si nombreux, quand il y avait assez d'espace, qu'il y avait la sécurité, et il y avait des couloirs de passage, il y avait des zones aménagées pour qu'il n'y ait pas cette confrontation. De plus en plus, c'est difficile. Moi, je pense que l'État doit vraiment s'armer de courage, se surpasser. Parce que quoi qu'on dise, chacun vient de quelque part. Chacun est agriculteur ou éleveur, ou les deux. À la fois. À la fois. Donc vraiment, c'est d'avoir l'objectivité nécessaire pour régler ces premiers problèmes qui sont en train de se poser. Les gens sont parvenus, grâce à la parenté à plaisanterie, grâce à la détermination des dirigeants de la zone et même les dirigeants nationaux, à aplanir plein de choses à telle enseigne qu'aujourd'hui, les gens sont devenus les mêmes. On doit s'inspirer. La parenté à plaisanterie, c'est un facteur de régulation déterminant, de régulation extrêmement important sur lequel il faut bien sûr se baser. Parce que sans règles, les êtres humains, la société humaine n'existerait pas. Et maintenant, les autres aussi doivent comprendre que oui, des citoyens nigériens, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été créés, des villages, des trucs, ils ont des chefs et tout. Ils sont là, ils ont le droit de bénéficier des mêmes privilèges. Mais, donc, comme on dit, la liberté de l'un commence là où la liberté de l'autre s'arrête. Et donc, il faut vraiment qu'on amène les gens, il faut que l'État soit déterminant et si vraiment l'État soit fort à ce niveau-là, si on ne veut pas que ça devienne une dérive vraiment grave pour toute la zone, qu'on ne puisse pas être capable de cultiver, qu'on ne puisse pas être capable d'amener ces animaux en pâturage. C'est ce qui pourrait arriver, c'est ce qui arrive généralement quand il y a, j'ai vu qu'il y en a qui sont même armés, n'est-ce pas, et c'est extrêmement grave. Jusque-là, je sais qu'au Niger, ce n'est pas permis aux gens de détenir des armes. Eh bien, ceux qui ont les armes, il faut déjà les prendre. Parce que c'est facile, hein, avec l'arme du blanc, tuer les gens et puis après se rendre compte qu'on a commis une erreur grave. Gary Amadou, avez-vous d'autres informations au sujet de ces conflits meurtriers? Non, je n'ai pas d'informations, mais tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que les conflits intercommunautaires, en tout cas entre agriculteurs et éleveurs, ont commencé.
c'est surtout... Mais il y a eu beaucoup d'avancées Ah oui, en mais ce qui concerne la résolution. J'explique. C'est-à-dire que c'est des conflits qui sont en tout cas entraînés par des problèmes de terre ou des problèmes d'air de passage des animaux, comme l'a dit Arimi. Des couloirs de passage des animaux. Bon, moi je ne sais pas si le secrétariat permanent du code rural existe aujourd'hui. Parce qu'avant, il y avait un secrétariat... Oui, mais non, mais parce que s'il existe, mais il faut... Parce qu'il y a un code rural dans lequel normalement tout est balisé. Tout est balisé. Non seulement les aires de passage et tout. Et puis la question des terres. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que des gens qui viennent dans une localité ont-ils des droits à la terre ou non? Est-ce qu'ils peuvent avoir des prétentions à avoir possédé des terres? Toutes ces questions-là, il faut que l'État les prenne à bras le corps. C'est-à-dire qu'il y a une communauté qui est là, qui vit dans un espace. Une autre communauté est venue s'installer. Ce sont tous des Nigériens qui ont des droits. Maintenant, comment faire en sorte que les intérêts de ceux qu'on a trouvés puissent rencontrer les intérêts de ceux qui sont venus dans une certaine harmonie, sans froisser les... Vous parlez du partage équitable des ressources. Oui, non seulement le partage, mais surtout la question de la terre. Oui, la question de la terre. C'est-à-dire, est-ce que ceux-là qui sont venus ont-ils droit et dans quelles conditions? C'est ça que l'État doit régler. Si l'État règle cette question-là, l'État va pouvoir en tout cas mettre les garde-fous pour empêcher des conflits sanglants intercommunautaires. Aujourd'hui, les armes circulent. Depuis l'éclatement de la chute de Kadhafi en 2011, c'est terminé ça. C'est-à-dire que les armes au Sahel, on sait que ça circule comme du pain. Il y a une commission qui est là pour... Oui, elle travaille, la commission de collecte, oui, elle travaille, mais c'est compliqué. Parce que celui qui achète une arme, ce n'est pas qu'il vient dire au commissariat, oui, j'ai une arme, non. C'est-à-dire que cette commission-là, elle fait un travail colossal et au bout de l'année, elle fait un bilan, elle a saisi des armes. Mais ces armes qu'elle a saisies, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Aujourd'hui, les gens voyagent, les gens partent, ils reviennent. Les frontières sont très longues et poreuses. C'est très facile de faire entrer une arme. Donc, les gens sont armés. Donc, il faut que l'État prenne à bras le corps cette question-là. Il ne faut pas minimiser cette question de conflit intercommunautaire et surtout les conflits entre agriculteurs et éleveurs, parce que ce qu'il faut le dire, c'est que même dans la région de Tillabéri, aujourd'hui, la question la question communautaire est venue se greffer à celle du terrorisme. Est-ce que vous comprenez? La question, oui, elle est venue à celle du terrorisme parce que ce sont les mêmes communautés. Vous comprenez? Et donc, il y a des expéditions punitives contre une communauté. Les terroristes qui sont dans une communauté qui est au sein des terroristes, elle fait de la vendetta, etc. Donc, c'est un problème extrêmement sérieux. Et l'État, je pense que maintenant, c'est les signaux. Heureusement que les médias existent. Les signaux ont été donnés. Il appartient au ministère de l'Intérieur, en tout cas à l'État, de prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir régler ce problème-là avant qu'il ne devienne explosif. Mamouna Diado, que faut-il retenir au sujet de ces conflits qui endeuillent de nombreuses familles au Niger? Ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, il faut d'abord se dire pourquoi ces conflits persistent. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais la manière dont ça prend de l'ampleur, ça doit interpeller tout le monde. Et comme ils l'ont dit, c'est à l'État de régler cette situation. Parce que déjà, la région de Difa est affaiblie par les attaques de Boko Haram. Si les conflits intercommunautaires s'ajoutent à ce problème, autant pour moi, d'insécurité, mais c'est totalement très grave. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est à l'État d'agir très rapidement pour mettre fin à cette situation. Parce que ceux qui viennent et ceux qui viennent trouver, ceux qui sont déjà sur place, ne peuvent pas aujourd'hui faire bon gré comme ça les enchante, faire prendre peut-être, essayer de montrer qu'ils ont les mêmes droits que ceux qui sont là-bas. Même s'ils ont les mêmes droits, ça doit être réglementé. Donc, c'est la réglementation, c'est la sensibilisation et l'État doit être proche, en tout cas, de cette population pour voir pourquoi, qu'est-ce qui ne marche pas. Conflit agriculteurs-éleveurs, on sait de tout le temps avec les travaux champêtres, la saison hivernale, c'est des problèmes que les gens rencontrent, mais il y a ce qu'on appelle tout de suite garé à demander si le secrétariat permanent du Code rural existe, mais c'est le secrétariat permanent du Code rural qui est régi en tout cas pour contenir cette situation. Donc c'est quoi? C'est des couloirs de passage qui sont faits. Les éleveurs aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de mettre le troupeau, en tout cas dans une aire dans le champ qui n'est pas encore terminé. Le cultivateur, il a, ce qu'on le dit, il est obligé de céder le champ à une période
bien déterminés pour que les animaux puissent rentrer. Donc, c'est vraiment essayer de mettre chacun devant ses responsabilités. Et pour les mettre devant leurs responsabilités, il n'y a que l'État qui peut prendre sa chicotte. Voilà, on me serve une courte pause. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir, il est relatif à cette série de visites des personnalités algériennes et libyennes au Niger. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a effectué une visite de travail au Niger du 5 au 7 septembre 2021. Les questions de coopération bilatérale, notamment celles relatives à la défense, à la sécurité, la migration, l'énergie, le pétrole et à la formation professionnelle ont été examinés par les deux chefs de la diplomatie. Le vice-président du conseil présidentiel de l'État de Libye, Moussa Al-Koni, a lui aussi effectué une visite de travail de 48 heures du lundi 6 au mardi 7 septembre à Niamey, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. La sécurité, la stabilité des préoccupations aux deux pays frontaliers ont fait l'objet de discussions entre la délégation libyenne et la partie nigérienne. Maimouna Diado, la visite du chef de la diplomatie algérienne au Niger intervient quelques semaines seulement après celle effectuée en juillet dernier par le président nigérien Bazoum Mohamed à Alger. Doit-on s'attendre à quelque chose d'important pour les deux pays dans les jours et même mois à venir? Normalement, parce que ça veut dire que le déplacement qu'a effectué le président de la République en Algérie est le fruit, en tout cas, de ce déplacement que, à son tour, son homologue le ministre des Affaires étrangères algérien a également effectué au Niger. Donc c'est vraiment la coopération, elle est en bon terme. Ce que le président est parti chercher en Algérie pour rehausser cette coopération, pour surtout dans sa forme, vient d'être concrétisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout les questions de sécurité. L'Algérie, on sait que c'est un pays qui est également vaste et c'est un pays où on a toujours l'impression de dire que les terroristes, c'est un couloir de passage également pour les terroristes, donc qui viennent, qui font des dégâts, qui repartent. Donc s'il y a cette collaboration... Il y a aussi la migration. S'il y a cette collaboration d'abord autour de la sécurité de nos deux frontières, pour pouvoir mettre fin à cette situation d'insécurité que nous voyons de par nos frontières, et surtout s'il y a cette question de migration, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu 700 migrants, en tout cas, dont 11 seulement sont des pays étrangers qui ont été refoulés de l'Algérie. Donc, comment est-ce qu'il faut faire également pour contenir ce flux qui sont déterminés, en tout cas, à ne pas rester au Niger, mais à aller vers l'Algérie? Est-ce qu'aujourd'hui, on va continuer à les laisser aller, ou bien est-ce qu'on va pouvoir les mettre dans les conditions aptes à aller en Algérie? Donc, je pense que l'un de l'autre, c'est vraiment l'un de l'autre. Il faut voir que dans les jours à venir, le Niger certainement aura à signer certaines conventions avec l'Algérie. On le souhaite beaucoup, que ce soit sur la forme de la sécurité surtout. Voilà. Vous êtes préoccupé par la sécurité, c'est tout? On est préoccupé par la sécurité parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui domine aujourd'hui. Que ce soit la migration, mais il faut avoir la sécurité avant la migration. Mais la migration, on peut contenir peut-être cette migration d'une autre manière parce que ce n'est pas aussi grave que l'insécurité que nous voyons aujourd'hui. Gary Amadou, au sujet de la coopération entre le Niger et l'Algérie, quelles sont les vraies attentes des Nigériens? Les vraies attentes des Nigériens, vous savez, c'est un partenariat, en tout cas, c'est une relation qui va être réchauffée et qui sera, je l'espère, bien bénéfique pour tous les deux pays. L'Algérie, bien sûr, convoite l'exploitation des ressources nigériennes.
Le pétrole notamment. Oui, le pétrole, voilà. Donc, je pense que dans le cadre de la diversification de nos partenaires, l'Algérie fait partie, en tout cas, des partenaires clés qui vont permettre d'exploiter beaucoup de nos ressources. Il y a le pétrole, il y a le gaz, etc. etc. Je pense que l'Algérie a une expérience dans le domaine, mais les questions sécuritaires, parce que moi, j'ai eu la chance d'être à la conférence de presse animée par le ministre algérien, où je lui ai posé la question sur la sécurité. Je sais de par l'histoire que l'Algérie n'envoie pas de troupes à l'étranger. Elle ne le fait pas. Bon, maintenant, est-ce que dans le cadre de cette relation entre le Niger et l'Algérie, surtout le volet sécuritaire, l'Algérie peut fournir des renseignements. Elle peut renforcer les capacités de nos militaires, elle peut fournir des renseignements, mais je lui ai posé la question, j'ai dit, mais monsieur le ministre, est-ce qu'il faudrait s'attendre à ce que l'Algérie envoie des troupes? Là, je crois que les autorités nigériennes ont été claires. La question de la sécurité, c'est d'abord une question nationale. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le faire. Donc, j'ai cru comprendre Est-ce que les Nigériens ont les moyens? J'ai cru comprendre... Non, mais c'est ce que... J'ai cru comprendre que... Non, j'ai cru comprendre que l'appui que le Niger attend de l'Algérie n'est pas en forme en termes de troupes de combat, mais plutôt... Des moyens. Pas de logistique, même ça, je ne sais pas. Mais c'est surtout le travail de formation en matière de lutte antiterroriste, parce que l'Algérie quand même a un bon paquet dans le domaine quand même. Parce que depuis 1990-1991, avec les élections gagnées par le fils et l'armée qui a empêché le fils de prendre le pouvoir, il y a eu un coup d'État et les militaires ont continué à régner. Et depuis cette date-là, il y a eu un terrorisme qui s'est installé, qui a évolué, mais qui s'est exporté finalement au Sahel. L'Algérie a réussi à maîtriser ça. Voilà, donc il y a une expérience que les Nigériens devraient acquérir avec en tout cas les responsables algériens et surtout les services de renseignement algériens. Surtout, permettre à ce que cette lutte contre le terrorisme soit efficace, parce qu'il y a beaucoup d'éléments terroristes qui sont en tout cas soupçonnés d'avoir un lien avec ce pays-là. En tout cas, qui dès qu'ils sont pourchassés, ils traversent la frontière et rentrent en territoire algérien. Donc il faut faire extrêmement attention. Je pense que le jour là où je lui ai posé la question, il a contourné ma question, il n'a pas répondu. Il dit que ce n'est pas de son ressort, c'est du ressort du ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur. J'ai dit ok, d'accord, j'ai compris. Mais le plus important... Donc ça veut dire que vous n'étiez pas satisfait? Non, il n'a pas répondu à ma question, il faut être honnête. Il a dit que ce n'est pas à lui de répondre à cette question. Mais en tant que ministre des Affaires étrangères... Bon, il dit que c'est le ministre de la Défense ou le ministre de l'Intérieur qui doit... Soit, mais c'est pas... J'aurai l'occasion quand même, un jour je sais que le ministre de l'Intérieur va venir, je vais lui poser la question. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'axe Niamey-Alger soit en tout cas redynamisé et renforcé, et faire en sorte que les Algériens puissent apporter leur appui en matière de sécurité, en matière de formation professionnelle, parce qu'ils ont dit qu'il y a du travail à faire dans ce domaine-là, en matière de santé et en matière d'exploitation minière. En matière du commerce aussi. En matière du commerce, parce qu'il y a en tout cas des... Les gens parlent aussi de la création ou de la construction d'un port sec. Voilà, donc il y a beaucoup d'opportunités. Et vous savez, c'est tellement important, parce que moi j'étais à Agadez, et j'interrogeais des habitants d'Agadez qui me disent que, écoutez, nous, on n'a pas... Rien ne vient de Niamey. Tout vient de l'Algérie. Parce qu'en fait, il y avait une discussion concernant l'état de la route. Je leur disais, ah oui, la route, on va vous la reconstruire, et puis peut-être ça va permettre de... Ils disent, non. Ils disent, la route là, Agadez-Niamey là, même si elle n'existe pas là, nous on vit. Ils disent, tout ce qu'on a là, ça vient de Libye, ça vient d'Algérie. Et donc, c'est très bien que ces deux axes-là, l'axe Niamey, Alger et axe Niamey-Tripoli, soit redynamisé. Et ça va permettre non seulement de mettre fin à comment on appelle ça là, comment on appelle le fait de faire de la fraude. Ça va mettre fin à la fraude, et ça va permettre quand même au Niger d'avoir beaucoup parce que le Niger importe beaucoup au niveau de l'Algérie, même si c'est de façon informelle. Parce que je vous dis, moi j'étais par exemple, quand j'étais à Agadez, j'ai demandé à un commerçant, un boutiquier qui me dit que non, je prends des risques au péril de ma vie pour amener ces produits-là. Ça veut dire que c'est la contrebande. Donc si on peut mettre fin à ça, déjà c'est quelque chose de très bien. Abakari Arimi, faut-il repenser et privilégier la coopération entre les deux pays, notamment l'Algérie et la Libye? Le renforcement de la coopération bilatérale entre les pays voisins peut-il trouver une réponse ou une solution à la résolution de la crise sécuritaire en Libye et aussi au Sahel? Vous savez, le Niger a une position tout de même privilégiée, hein, il faut se le dire. Ce que le Nigeria est pour les Nigériens qui sont au sud du pays,
C'est ça que l'Algérie représente pour nos concitoyens qui sont au nord du pays, ainsi que la Libye. Cette coopération a commencé à prendre son ampleur réellement à la fin des années 80, donc début 90, et malheureusement, ça a été tout de suite plombé par la question de l'insécurité, parce qu'il y avait la première rébellion qui avait commencé. Sinon, l'Algérie étant un pays, par rapport à nous, ils sont nettement en avance et c'est l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique. Au Maghreb. Donc en Afrique, on a la chance d'être entouré par le Nigeria et l'Algérie. C'est un privilège que nous n'exploitons pas du tout. Au plan sécuritaire, tout à l'heure, Garé a rappelé l'épisode du fils, mais avant, l'Algérie, c'est un pays qui a conquis son indépendance par le sang versé de ses citoyens. Oui, donc c'est un pays qui s'y connaît, et un pays qui n'a pas négligé l'armée depuis le début. Et c'est un pays dirigé par les généraux. Donc, il ne badine pas avec la question de la sécurité. Et c'est en cela que nous avons à apprendre. Mais je pense qu'au-delà de ça, ce que l'Algérie peut nous donner, c'est sur le plan de la formation. La formation professionnelle, pas de l'armée seulement. Déjà, jusqu'en 90, 2000 même, beaucoup d'étudiants nigériens bénéficiaient de bourses algériennes pour étudier dans les universités algériennes. Je crois que ça doit se poursuivre. Moi, je pense que la question de la migration est subsidiaire. Ce n'est pas important. Ce qu'on peut leur demander, de la même manière que les Nigériens étaient privilégiés en Algérie et en Libye, que ça continue ou que ça reprenne. Parce qu'il y a quelques années, les autres étaient refoulés sans que les Nigériens ne le soient. Parce qu'ils considèrent qu'on est les mêmes. On partage 6000 ou combien de kilomètres entre les deux pays. Et de part et d'autre, les populations, c'est la même chose que ce qui se passe avec le Nigeria. Le matin, les gens sont là-bas. Le lendemain, ils sont de ce côté. Parce qu'une partie de la famille se retrouve de l'autre côté, ainsi de suite. Ça, c'est extrêmement important. Et ça peut même aider à lutter contre l'insécurité, parce que l'information, c'est les populations qui les ont. OK ? Et il faut que les populations reconnaissent qu'ils sont de part et d'autre chez eux. C'est la même chose, hein, le lit du lac Tchad, où les populations ne savent pas aussi trop la frontière entre le Niger et le Nigeria se situe où. Donc selon vous, c'est vraiment, c'est un avantage énorme à tirer. Quand tu vois sur le plan économique ce qui vient de la Libye pour alimenter la zone de Dirkou, Bilma et les autres, et ce qui venait de l'Algérie, à l'université, Arimi, selon vous, on envoyait acheter le lait à Agadez, le lait Lada. Aujourd'hui, c'est 2000 francs. On achetait ça à 200 francs. 225, pardon. Parce qu'on cotisait à 2, à 3 pour prendre un carton. Okay, donc, parce qu'ils en produisent. Selon vous, la coopération sud-sud est l'une des meilleures réponses aux efforts de développement socio-économique. Bien sûr, et nous avons beaucoup à tirer. Aujourd'hui, il s'avère que nous aussi, nous avons des ressources du sous-sol dont ils ont l'expertise pour nous aider à exploiter. C'est tant mieux. C'est mieux que ça soit fait par qui vous voulez. Gare, vous avez quelque chose à ajouter? Ce que je voulais dire, effectivement, pour avoir... C'est-à-dire que la coopération sud-sud, dans le domaine des ressources minières, est vraiment, en tout cas, quelque chose que nous attendons de plus. Parce qu'on a l'habitude d'être exploité par les puissances occidentales, il faut le dire. Hein. Il ne veut pas le dire, mais moi je le dis. Dans le domaine minier, notamment la France avec l'uranium, c'est triste, mais je pense que si l'Algérie peut amener son expertise et que le partenariat soit réellement gagnant-gagnant, pas seulement dans la bouche, parce qu'on entend toujours dire que ah oui, l'exploitation, alors que ce n'est pas gagnant-gagnant, c'est complètement défavorisé. Le Niger a la ressource minière, mais vous allez vous retrouver avec un pays où il a 5% et les autres ont plus de 95%. Ça là, ce n'est pas gagnant-gagnant. Je pense qu'avec l'Algérie, ça va changer. L'Algérie a une expérience et surtout, l'Algérie est plutôt
porter vers le développement endogène de l'Afrique en comptant sur ses propres forces. Comme il l'a dit, c'est comme ça que l'Algérie s'est développée. Après l'indépendance de 1962 acquise avec force à la France, ce pays s'est construit. Ce pays s'est construit avec ses propres... Donc je pense que se tourner vers ses propres voisins, ça doit être la meilleure solution aujourd'hui. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Maimouna Diado, journaliste indépendante, Abba Kari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Gare Amadou du quotidien La Nation. Merci à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 47 radios partenaires et 6 télévisions partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur le thème les malentendus entre les conducteurs de taxi et les clients, et dimanche le forum en Zarma sur le thème évolution de la campagne agricole au Niger. Merci à la technique côté régie assurée par Mustafa Ayouba et à la réalisation Issa Lawali. Merci, au revoir.